Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les wartime CEO, ce qu'est être un CEO en temps de guerre. Pourquoi? Parce que ce matin, en fait, j'ai ouvert mon Slack, j'ai vu qu'on avait plein d'emmerdes pour le lancement qu'on fait mercredi, et ça m'a mis un énorme coup de boost. Et ça, c'est typique des gens qui aiment bien être des CEO en temps de guerre. Et pour être honnête, en fait, moi, j'adore les crises. J'adore quand c'est dur. J'adore quand la boîte est en danger de mort. Alors que quand la boîte grossit, grandit, qu'on fait de la renta, qu'on fait de la marge et ça augmente, honnêtement, je suis plutôt ennuyé. Et je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais en fait, ça c'est typique. Il y a des gens qui adorent quand leur boîte grandit, ils adorent structurer, ils adorent avoir une vision long terme, etc. Et il y a des gens qui adorent quand ils sont à ça de la mort. Et d'ailleurs, je peux vous illustrer ça avec un exemple. Et après, je vous donnerai un peu les 5 grosses différences entre temps de paix et temps de guerre. Et ça vous donnera sans doute un bon framework, vous, pour vous rendre compte dans quelle situation vous êtes et comment vous devez agir. Et à la fin, je vous expliquerai aussi comment moi, j'arrive à gérer cette différence. Parce qu'en fait, c'est assez difficile, comme j'adore être en temps de guerre, pour arriver à gérer quand je suis en temps de paix. Et comment est-ce que j'arrive à faire en fait, pour gérer le switch et faire que je détruis pas ma boîte parce que j'adore quand c'est la crise. Et en fait, si vous adorez quand c'est la crise et que vous provoquez des crises, vous finissez dans le mur. Du coup, je commence à être un exemple. À l'époque où j'avais Germinal, du coup, on avait un blocage à un moment, une situation de blocage où en fait, on avait levé de l'argent sur une nouvelle boîte. Donc, c'était une boîte de service. J'avais lancé une start-up, j'avais levé de l'argent pour cette boîte. Et en fait, on avait transféré des fonds, des actifs, etc. Et en fait, il y avait un des cofondateurs qui avait décidé qu'il n'était pas d'accord parce que j'avais mal communiqué avec lui, très très mal communiqué avec lui. C'était clairement ma responsabilité. Et en fait, j'arrive, l'avocate m'appelle et me dit, écoute Grégoire, là, ce qui se passe, c'est que comme on ne peut pas transférer, il y a une chance que tu perdes, tu perdes la term sheet, donc la proposition que tu as pour ta nouvelle boîte. Donc l'argent que tu as levé, en fait, disparaisse parce que tu l'as pas encore. Et que la boîte que tu as actuellement se pète la gueule pour telle raison, quoi, juridiquement. Et j'avais une responsabilité où on aurait pu engager ma responsabilité, j'aurais pu payer des dommages et intérêts, etc. Donc bref, c'était waouh, la crise totale. Genre vous perdez votre boîte actuelle, la levée de fonds vous la perdez et vous vous retrouvez à payer de l'argent avec un procès au pénal. Enfin genre, et ça a été la meilleure journée de ma vie. La meilleure journée de ma vie. C'est-à-dire, je me suis levé, je me suis fait une journée de malade et c'est les 15 heures de la journée sont passées comme ça. Appeler les avocats, connaître mes options, appeler mes investisseurs, leur demander quoi faire, appeler mon équipe, c'était juste ouf. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment symptomatique du wartime CEO, du mec qui sait comment se projeter et comment agir dans ce genre de situation. Euh, et en fait, quand vous arrivez à mettre une boîte, pas juste une personne, mais une boîte dans cet état-là, vous pouvez arriver à délivrer plus en un mois qu'en un an. Et moi, j'ai vu des boîtes qui, un mois avant de mourir, la date où elles auraient dû mourir parce qu'elles avaient plus de cash, arrivaient à complètement redresser la situation. Alors qu'au contraire, j'ai vu des boîtes qui, un mois avant de mourir, ne changeaient rien et s'éclataient contre le mur. Et donc, je vais vous donner un peu les cinq différences entre ces boîtes en tant que paix et cette boîte en temps de guerre et vous montrer, et peut-être que vous, ça va vous permettre de réfléchir et de vous rendre compte que vous n'êtes pas en train d'agir de la bonne façon dans la bonne situation. Parce qu'au contraire, si vous avez une boîte qui marche super bien et que vous mettez en mode guerre, en fait, vous allez juste démolir la boîte. Parce qu'en fait, une guerre qui dure trop longtemps, ça finit toujours par la même chose, ça finit par une mutinerie. Les gens de votre équipe sont fatigués, se cassent et vous détruisez tout ce que vous aviez construit. Première chose, il y a vraiment une différence entre un long-term commitment et le mode survie. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes avec votre équipe et vous devez arriver à les projeter dans des valeurs sur long terme. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais, c'est tous les mois, je discute avec les gens de mon équipe et je leur dis voilà les valeurs de la boîte, comment est-ce que tu sens qu'on vit les valeurs de la boîte, etc. Versus le mode survie, en fait, c'est la culture de la guerre. Votre objectif, c'est pas que les gens se sentent bien, votre objectif, c'est que les gens ne partent pas en burn-out. Et quelque chose que je fais quand on est vraiment dans une situation de crise, c'est que je parle aux gens tous les matins et je leur dis comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu vas craquer. Et si les gens ils me disent je vais craquer pour, je dis ok, comment est-ce qu'on fait pour que tu ne craques pas et que tu tiennes un jour de plus. Et donc ça passe par parfois leur dire ok, je vais trouver un freelance pour faire cette tâche. Ça passe par je vais ok, prends une journée de pause, je fais ton taf à ta place. Ça passe par ok, il faut qu'on trouve une solution de garde pour ton enfant, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, ça c'est complètement différent et c'est un mode de relation qui est complètement différent. Et ça, vous devez l'avoir en tête. À quel moment vous devez activer lequel? Et il ne faut pas hésiter à passer du mode paix au mode guerre quand vous sentez que c'est la guerre, même sur cette partie culture, valeur de la boîte. Un autre chose, c'est d'un côté, c'est très important d'embarquer les gens de l'équipe. Et moi, j'ai un process en temps de paix où en fait, je présente la vision de la boîte à l'écrit. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre comment on fait ça, etc., comment on structure, c'est un doc qui est assez cool. Dites-moi en commentaire. Et je demande aux gens de me faire un retour par écrit. Ensuite, on fait une séance live, on répond à toutes les questions. Ensuite, on édite le doc en fonction de toutes ces discussions et on le met en ligne. Et c'est un process qui peut prendre 2 3 semaines. Quand je suis en mode temps de guerre, et ça m'est arrivé avec Germinal, donc ma précédente boîte à l'époque du Covid. Après, je vous donnerai d'autres exemples avec ma boîte actuelle.
Je suis arrivé le jour du Covid, j'ai dit ok, on a perdu 80% de notre activité de service, on va lancer une activité de formation. Il faut que dans 7 jours, on soit prêt pour lancer une plateforme de formation complète pour le growth. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, c'est parti. Et 1 heure après, on avait déjà tout commandé sur Amazon pour faire les tournages chez les gens, parce que vous vous souvenez, on était confinés. Et 7 jours après, on avait lancé 25 heures de cours et une offre complète. Ça n'a rien à voir. Si vous faites ça en temps de paix, les gens vont vous dire, si vous débarquez un matin et que vous dites on va lancer ce service-là, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ça doit être prêt dans 7 jours et qu'il n'y a aucune raison, aucune pression extérieure, les gens ils vont juste se désengager. Mais parfois quand vous êtes en temps de guerre et que vous le sentez, vous devez passer de consultatif à décisif. Et c'est hyper important d'être capable de faire la bascule. Autre point, la partie process, la partie commerciale, sales, vente. En temps normal, vous devez avoir un sales playbook, vous devez dire on vend telle chose à telle personne de telle façon et vous avez des délais moyens et vous regardez toutes les semaines votre pipe pour aider où vous en êtes. Est-ce que donc votre pipe c'est votre flux commercial, est-ce que vos prospects avancent dans le funnel de vente ou pas? Et il y a le mode CEO, c'est-à-dire là-dedans vous savez que le CEO doit intervenir à certaines étapes de façon stratégique. Et il y a le mode c'est le CEO qui vend. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans avec cette boîte. On devait faire une levée de fonds. On n'avait pas assez de traction commerciale. J'ai vu que la levée de fonds allait capoter parce qu'ils nous disaient en fait vous n'arrivez pas à signer de nouveaux clients. J'ai pris les 15 boîtes avec lesquelles je rêvais de bosser sur Twitter. Je leur ai écrit directement moi, CEO sur Twitter. Je leur ai dit hello. Je regardais leur site, etc. Je leur ai dit je pense qu'on peut bosser ensemble pour telle raison, bullet point. Je prenais des calls, 95% m'ont répondu. J'ai pris des calls avec les mecs. Et je leur ai dit voilà, on a un partenaire majeur avec qui on devait bosser, avec lequel on a essayé de pas bosser. Ce qui était un arrangement avec la réalité, je le conçois, mais on est en temps de guerre. Dans ces moments-là, il n'y a rien d'autre qui compte que la réussite. On a une place, on peut commencer à bosser ensemble dans les 48 dernières heures, dans les 48 prochaines heures, ou alors on ne pourra pas bosser ensemble sur les 6 prochains mois parce qu'on est booké. J'ai signé 5 clients en une semaine. Et on a réussi à lever de fonds. Une très très belle levée de fonds. Et c'est des clients avec lesquels pour la plupart on bosse toujours. Différence entre process structuré, CEO. Mais si vous faites ça en tant que CEO toute la journée, en fait je parlais plus aux gens, j'écrivais plus aux gens, je répondais plus aux gens, je répondais à plus à mes emails, je faisais que ça. C'est pas soutenable, mais parfois il faut savoir le faire. Autre chose, process. Il y a des boîtes, vous avez des beaux process, vous avez un daily, donc tous les gens se voient le matin. Ensuite, vous avez des réunions d'équipe, de synchronisation avec le marketing, avec le growth, avec le product. Vous avez des comptes rendus dans Slack, peu importe. Quand vous êtes en mode crise, tout ça, ça disparaît. Là, nous, pour notre lancement de nouveaux produits, on est en mode guerre. On a fait disparaître tous les meetings. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 0 meeting dans la boîte de prévu. Sauf 2 30 minutes avec toute la boîte le lundi à 17h et le mercredi à 17h. C'est les seuls meetings de toute la boîte. C'est toute la boîte, ensemble, 30 minutes. Et on a supprimé tous les channels Slack, il n'y a plus qu'un seul channel Slack. C'est-à-dire que les techs, le market, le product, tout le monde parle ensemble et on voit ce que tout le monde fait. Pareil, c'est insoutenable sur le long terme. Si vous faites ça à long terme, un channel avec 2 meetings de 30 minutes, les gens ils vont péter un câble. Mais pour atteindre un objectif en mode on doit refaire tous notre produit en 6 semaines, c'est la meilleure façon de faire. Donc l'AP, c'est des bons process qui vous permettent de durer sur le long terme et de ne pas péter les gens. La guerre, c'est on casse tous les process et on sait que les process, ça a une seule utilité et que parfois il faut savoir les remettre en question. Un autre chose sur le dernier point, c'est la priorisation court terme, moyen terme, long terme. Quand vous êtes en temps de paix, vous devez toujours faire un équilibre entre le court terme, le moyen terme, le long terme. Par exemple, ok, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a des bonnes conditions générales de vente parce qu'en long terme, ça pourrait avoir un impact. Comment est-ce qu'on gère notre trésor, comment est-ce qu'on gère nos paiements, comment est-ce qu'on gère les gens, etc. Et il y a plein de décisions en termes de produits, la gestion des bugs, etc. Nous là, par exemple, on était passé sur un mode, donc je vous illustrer sur le produit et sur la partie juridique, où j'ai dit tous les bugs qui ne sont pas critiques, on ne les traite plus. Point. C'est-à-dire si ce n'est pas un bug qui empêche les gens d'utiliser l'app, on ne traite plus. Donc tous les problèmes de responsive, etc. Donc on a 90% des bugs qu'on ne traite plus. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, surtout quand vous êtes dans la perspective d'un nouveau lancement. Et l'autre chose que j'ai fait, il y a 2 ans et demi, on s'était engagé avec un prestataire et une presta à 300K. Ça faisait que quelques jours qu'on s'était engagé avec eux sur la presta. Donc ils n'avaient pas encore fait de coup de leur côté. Ça c'est pour la partie éthique, parce que est-ce qu'on doit mettre de côté son éthique en temps de guerre, c'est une autre question. Moi j'ai choisi de ne pas le faire, mais une autre question. Et ben les mecs, on a changé de stratégie parce c'était très très compliqué à ce moment-là. L'événement 300K, on a annulé et on savait que s'ils allaient au procès, ils gagnaient, que dans 2 ans, dans 3 ans, on allait devoir payer 300K ou 250, 300K, je ne sais plus, plus les intérêts. Donc ça aurait été une énorme facture. Mais on avait dit en fait là, on n'a pas le choix, sinon dans un mois, on est mort. Ça, c'est typiquement un truc que vous faites en temps de guerre. Et à ce moment-là, se dire, on fait quand même l'event parce que sinon dans 2 ans, dans 3 ans, on va se prendre un énorme procès, on va prendre très très cher. En fait, ça aurait été une décision complètement conne. Ça sert à quoi de tenir un engagement sur le court terme si votre boîte n'existe plus dans 2 ans? Donc, choisir entre peut-être faire que la boîte survive et continuer à grandir, et je pense que c'était un bon choix,
versus se dire que peut-être que dans 2 ou 3 ans, on va se prendre un procès, bah, quand on est en temps de guerre, c'est un truc qu'on doit faire. Quand on est en temps de paix, c'est complètement con. Vous prendre une cartouche à 300 000 balles ou à 400 000 balles pour gagner une semaine ou 10 jours, genre, ça n'a aucun intérêt. Une fois qu'on a vu tous ces exemples et qui, j'espère, vont vous aider à comprendre dans quel monde devait être en temps de guerre, en temps de paix, il y a la question de vous en tant que CEO, en tant que leader ou en tant que personne de l'équipe, vous êtes plus ou moins à l'aise. Moi, en gros, s'il y a un spectre, il y a des gens qui sont très à l'aise en temps de paix, un peu à l'aise dans les deux. Moi, je suis très très à l'aise en temps de guerre. Et mon problème, c'est que du coup, je génère moi-même des crises. Parce qu'en fait, dès qu'on est en temps de paix et que tout se passe bien, je suis en mode allez, 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 il faut de l'excitation, il faut que ça parte en cacahuète. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que quand je sens ça venir et que je sens que j'ai envie de renverser la table alors que tout va bien, en fait, on a un signe avec mon cofondateur. Il me dit là, écoute Grégoire, tu es en train de renverser la table, c'est un peu notre code. Il me dit là, j'ai l'impression que tu es en train de le faire alors que tout va bien. On a déjà vu cette situation, j'ai pas envie qu'on le refasse parce que je l'ai fait plusieurs fois et du coup, faire de la guerre alors que tout va bien, en fait, c'est juste perdre du temps, c'est juste vous défocus. Et du coup, maintenant, quand j'ai un shoot de dopamine que j'ai envie de renverser la table, ce que je fais, c'est que je m'isole et je me mets sur un sujet seul et je me mets dans la merde tout seul pour créer ma crise tout seul dans mon coin, mais il faut que c'est un intérêt pour la boîte. Par exemple, j'avais organisé un événement avec 500 développeurs que j'avais organisé avec un autre mec et j'avais tout organisé sans prestataire. Donc, 6 semaines avant, j'avais dit dans 6 semaines, j'organise une conférence avec 500 développeurs. J'avais jamais organisé d'événement plus gros que mon anniversaire. Et j'avais réussi à remplir le truc en 6 semaines et j'avais pas dormi pendant 6 semaines. Et bah ça m'avait calmé. Ou par exemple là, cette chaîne YouTube, je suis arrivé en mode ok, on a une super stratégie, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de renverser la table. Je me suis mis sur cette chaîne YouTube une vidéo par jour. Voilà, c'est comme ça que je gère. Ça m'intéresse de vous de voir si vous avez plutôt le contraire. Ça vous êtes plutôt vous avez plutôt tendance à vouloir toujours être en temps de paix alors que parfois c'est la guerre. Comment est-ce que vous gérez la balance? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans cette alternance? Peut-être que vous avez mal fait le choix. Ça m'intéresse d'avoir un peu toutes vos réflexions sur ce sujet. C'est plutôt cool. Voilà, je vous laisse. Allez, des bisous, bonne journée.